Vendredi 4 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. Rencontre du G7 entre les ministres des Affaires étrangères en Allemagne, à Münster. Ils condamnent les tirs nord-coréens, apportent leur soutien à l'Ukraine et appellent l'OPEP à une baisse de la production. La Russie et la Turquie devraient bientôt livrer gratuitement des céréales à des pays africains risquant la famine. C'est ce qu'a promis le président turc Recep Tayyip Erdogan ce vendredi après une annonce similaire faite par Moscou. En Espagne, manifestation à Madrid pour l'augmentation des salaires. 25 000 personnes sont sorties manifester à l'appel de deux principaux syndicats espagnols. Football, plus que 2 semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 à Doha, le Qatar est fin prêt à accueillir des centaines de milliers de fans le 20 novembre. Et on entame donc ce journal avec cette rencontre du G7 entre les ministres des Affaires étrangères qui se déroule cette fois-ci en Allemagne, à Münster. Dans un communiqué conjoint, les pays participants ont condamné les tirs nord-coréens, apporté leur soutien à l'Ukraine et appelé l'OPEP à une baisse de la production pétrolière. Plus de détails avec Ben Sabri Safouane. De nombreux dossiers ont été abordés par les chefs de diplomatie présents au G7 lors du premier jour du sommet, de l'Iran à la Corée du Nord en passant par l'inévitable guerre en Ukraine. Réunis à Münster en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères, membres du G7, ont annoncé dans un communiqué l'ensemble des décisions prises. Concernant l'Ukraine, les participants ont convenu de mettre en place un mécanisme de coordination afin d'aider l'Ukraine à défendre ses infrastructures vitales d'électricité et d'approvisionnement en eau ciblées par la Russie ces dernières semaines. Dans le volet énergétique, le groupe du G7 a appelé les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour provoquer une baisse des prix, un mois après la décision de l'OPEP+, de réduire drastiquement ses extractions d'or noir. La Corée du Nord a été mentionnée dans le communiqué des chefs de diplomatie qui ont condamné la série de tirs de missiles balistiques menés par Pyongyang. Ces derniers incluaient des tirs de missiles intercontinentaux. Aucune réponse de la Corée pour le moment. Dans un exercice d'équilibriste, la Chine a été évoquée elle aussi. Le groupe des 7 s'est dit prêt à une coopération constructive dans la mesure du possible, la Chine ayant un rôle à la fois de partenaire et de rival. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a été reçu à Pékin par le président chinois Xi Jinping. Il s'agit du premier déplacement de quelques heures d'un dirigeant de l'Union européenne et du G7 en Chine depuis le début de la pandémie, il y a près de 3 ans. Olaf Scholz a indiqué à Xi Jinping vouloir développer davantage la coopération économique avec la Chine. Le chancelier allemand fait également état d'une demande au président chinois Xi de faire jouer son influence sur la Russie pour apaiser le conflit en Ukraine. On écoute. J'ai dit au président qu'il était important que la Chine fasse jouer son influence sur la Russie. Cela concerne la nécessité de respecter les principes de la Charte des Nations Unies auxquels nous avons tous souscrit. Cela concerne des principes comme celui de la souveraineté et de l'intégrité territoriale qui sont aussi pour la Chine une chose importante. La Russie doit immédiatement cesser les attaques dont souffre quotidiennement la population civile et se retirer de l'Ukraine. Autre déclaration, Olaf Scholz appelle le président russe Vladimir Poutine à prolonger un accord permettant le passage en toute sécurité de cargaisons de céréales en provenance d'Ukraine afin d'éviter une crise alimentaire. On écoute une nouvelle fois. Je demande au président russe de ne pas refuser la prolongation de l'accord céréalier qui expire dans quelques jours. La faim ne doit pas devenir une arme. La Russie et la Turquie devraient bientôt livrer gratuitement des céréales à des pays africains risquant la famine. C'est ce qu'a promis le président turc Recep Tayyip Erdogan ce vendredi, après une annonce similaire faite par Moscou qui s'était dit prêt à livrer gratuitement 500 000 tonnes de céréales aux pays pauvres dans les prochains mois avec l'aide de la Turquie.
Le président russe Vladimir Poutine appelle les civils qui se trouvent à Kherson à s'éloigner des zones dangereuses de combat et à se rapprocher de la zone de sécurité. À Kherson, Moscou est confronté à une contre-offensive ukrainienne. Poutine ajoute que les civils ne devraient pas souffrir des bombardements résultant de mesures offensives, contre-offensives et autres mesures liées aux opérations militaires. On écoute. Maintenant, ceux qui vivent actuellement à Kherson doivent être éloignés des zones de combat les plus dangereuses, car ils ne devraient pas souffrir des bombardements résultant de mesures offensives, contre-offensives et autres mesures liées aux opérations militaires. Des gens comme vous, volontaristes, font tout pour amener les gens dans la zone de sécurité. Merci beaucoup. Et en Espagne, ils étaient des milliers à manifester à Madrid pour réclamer une augmentation des salaires face à l'inflation. Ils menacent de poursuivre la mobilisation si aucun accord n'est trouvé avec le patronat dans les négociations en cours. Les 25 000 personnes sont sorties manifester à l'appel de deux principaux syndicats espagnols. L'inflation a atteint 7,3% sur un an en octobre en Espagne. L'accord sur le salaire moyen jusqu'en septembre 2022 a augmenté de 2,6%, tandis que l'indice des prix à la consommation cumule à 7,3%. La marge bénéficiaire des entreprises continue de croître chaque jour. Cela ne peut se faire au détriment des travailleurs. Une fois de plus, je lance un appel à la classe d'affaires de ce pays pour qu'elle prenne ses responsabilités et ne permette pas à ses travailleurs de payer une nouvelle fois pour une crise. Les salaires sont encore très bas et la hausse du coût non seulement des produits de luxe, mais aussi de la nourriture et des produits de première nécessité, l'électricité, toutes les dépenses qui vont avec une maison, les emprunts. Eh bien, la vérité est que cela nous affecte beaucoup. Nous gagnons juste pour dépenser. Diplomatie, l'Algérie s'est félicitée de la conclusion par le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré d'un accord mettant fin aux hostilités. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et le communiqué souligne que l'Algérie se réjouit pour le peuple éthiopien, frère de cet événement salutaire, et encourage les parties signataires à assurer la mise en œuvre effective de l'accord dans son esprit et sa lettre. La situation socio-économique du peuple marocain risque de s'aggraver dans les prochains jours. Dans un rapport publié hier, le Fonds monétaire international vient de recommander au Maroc d'interrompre ses subventions au gaz butane, mais également d'augmenter le prix de l'eau. C'est ce qu'a révélé le site marocain Express. Des mesures susceptibles de plonger une large frange de la population dans la précarité énergétique. Plus de 2 milliards de dollars ont été engloutis par les subventions au gaz butane en 2022. Et puis l'ambassadeur algérien Labi Djakta a été réélu à la présidence de la Commission de la fonction publique internationale par 121 voix contre 64 à son concurrent marocain. En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections annonce l'acceptation de 1058 dossiers de candidature pour les prochaines élections législatives, des élections prévues le 17 décembre prochain. L'ISIE a précisé que 88% des candidats sont des hommes, contre 12% seulement de femmes. En Guinée, les autorités de transition ordonnent des poursuites judiciaires contre l'ancien président Alpha Condé et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres, notamment pour des faits présumés de corruption. Parmi les accusés, on retrouve l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qui est en détention préventive, ainsi que pas moins d'une quarantaine d'anciens ministres d'Alpha Condé. Les autorités de transition avaient fait de la lutte contre une corruption réputée endémique en Guinée l'un des principaux chevaux de bataille. Le nouveau régime avait mis en place la CRIEF, la Commission des répression des infractions économiques et financières. Au Burkina Faso, le Front patriotique s'inquiète des menaces qui pèsent sur la transition en cours. Le Front patriotique qui regroupe une trentaine de partis politiques et d'organisations de la société civile. Ce front qui, lors d'une conférence de presse donnée hier, a dénoncé la mise à l'écart des hommes politiques dans la gestion du pays et le flou qui entoure les membres du mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde.
À Bahreïn, le grand imam d'Al-Azhar, haute instance du sunnisme, appelle les religieux chiites à tenir un dialogue entre ces deux courants de l'islam pour lutter contre la division et les conflits sectaires au Moyen-Orient. Cheikh Ahmed El-Taïb est en visite dans le royaume du Golfe au même moment que le pape François dans le cadre d'un forum interconfessionnel sur les relations entre l'Orient et l'Occident à Awali, dans le centre du pays. J'appelle les théologiens musulmans du monde entier, quelle que soit leur communauté et leur courant de pensée, à tenir rapidement un dialogue intra-islamique sérieux, afin d'établir l'unité, le rapprochement et la connaissance mutuelle. Un dialogue pour la fraternité religieuse et humaine, dans lequel les causes de la division, de la discorde et du conflit sectaire en particulier seront rejetées. Au Pakistan, le Premier ministre Shahbaz Sharif a rapidement condamné la tentative d'assassinat d'Imran Khan à Wazirabad, au Pendjab. Une tentative d'assassinat qui risque d'aggraver un peu plus la crise politique et l'instabilité que traverse le Pakistan depuis 6 mois. Plus de détails avec Leïla Gertal. Pour ne pas déroger à la règle, le Pakistan renoue avec ses vieilles habitudes, celle de procéder à l'élimination physique de ses leaders dès que ces derniers ne font plus le consensus. Imran Khan, le Premier ministre pakistanais, écarté du pouvoir par les forces de l'opposition pour mauvaise gestion, a été victime hier d'une tentative d'assassinat ou d'intimidation. Ce qui est sûr, c'est qu'il a échappé de près à la mort. Il s'en est fallu de peu pour qu'il passe de vie à trépas. Le tir de balle le ciblant l'a finalement atteint au pied, faisant un mort et 10 blessés. Il a vite été évacué par ses partisans, venus nombreux à son meeting. Ils sont 2 suspects, l'un a été neutralisé alors que le second a été arrêté. Imran Khan se remet encore de sa blessure. Cet homme de 70 ans, l'ancien chef du gouvernement pakistanais, a lancé une longue marche vers Islamabad pour tenter de fragiliser le gouvernement en vue des prochaines élections. Les partisans de Imran Khan souhaitent obtenir la tenue d'élections anticipées avec un ultime espoir de reconquérir le pouvoir. Imran Khan accuse le gouvernement d'avoir fomenté cet attentat et son parti annonce que la marche se poursuivra. L'ancien Premier ministre, qui n'a pas digéré son écartement du pouvoir, continue de crier au complot et à la conspiration ourdie par les États-Unis et critique sans répit le gouvernement de Shehbaz Sharif. Dans un pays marqué par les assassinats politiques, pour ne citer que celui de Benazir Bhutto en 2007, longtemps après celui de son père, semble ne pas vouloir aujourd'hui en découdre avec ces vieilles pratiques. Et l'escalade se poursuit dans la péninsule coréenne. L'armée sud-coréenne annonce avoir déployé des avions furtifs en réponse à la mobilisation de 180 avions de combat nord-coréens pendant les exercices aériens de Séoul et Washington. Aux États-Unis, plus de la moitié des républicains sont favorables à la suspension de l'aide à l'Ukraine. Les républicains menacent de ne plus signer de chèque en blanc pour aider l'Ukraine s'ils remportent la majorité lors des midterms du 8 novembre. Au total, Washington a fourni pour près de 18 milliards de dollars d'équipements militaires à l'Ukraine sur 27 milliards promis, auxquels s'ajoutent presque autant d'aides économiques et humanitaires. À Cuba, les Cubains célèbrent le vote pour la 30e année consécutive de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'une résolution appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba. Ils étaient nombreux à se rassembler devant l'université de la Havane pour suivre le vote sur un écran géant. Les États-Unis ont voté contre, le Brésil et l'Ukraine se sont abstenus. Et puis football, avant de se quitter, plus que 2 semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 à Doha, le Qatar est fin prêt à accueillir la compétition après la construction de 7 stades, rénovation d'un 8e, construction d'un métro, de routes, d'hôtels et même d'une nouvelle ville, Lusail, au nord de la capitale. Dans la capitale qatari, les drapeaux des 32 nations en compétition dominent les avenues. On le voit sur ces images qui seront remplies de centaines de milliers de fans après le début du tournoi le 20 novembre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite Khaled Mbatash pour son émission. Quant à moi, je vous retrouve demain, comme de coutume. Excellente soirée à tous.